Bonjour et bienvenue à cette rencontre Être un écrivain européen avec Mario Dociati, avec Chris Cross, avec Olivier Guèze et pour nous aider à mieux nous comprendre, les interprètes Anatole Ponce et Arnaud Prêtre. Avec vous, alors c'est une tablée uniquement masculine, donc avec vous, messieurs, nous allons nous demander ce que signifie pour vous être un écrivain européen, ce qu'un Italien, un Allemand et un Français peuvent avoir en commun par la littérature qu'ils écrivent ou celle qui les a fondés. À votre gauche se trouve Chris Cross, qui vous êtes réalisateur, scénariste et écrivain allemand. Ont été publiés en France vos romans La Fabrique des salauds, dans lequel vous racontiez une partie du XXe siècle avec l'histoire de deux frères et leur sœur adoptive dans ce qui est aussi un triangle amoureux depuis la Lettonie, et vous les racontez entre le nazisme et le communisme. Ensuite, il y avait eu pour nous en France Baiser ou faire des films ou Femmes d'été, Femmes d'hiver, suivant les éditions, parce que les deux titres ont existé sur l'héritage de l'histoire, avec un homme qui a quitté Berlin pour New York et qui ne voulait pas faire le film sur sa famille, à savoir un film sur les nazis, et le livre surtout qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est paru l'an dernier en France aux éditions Belfond, c'est celui-ci, Danser sur des débris, qui a été traduit par Rose Laborie, comme d'ailleurs les deux précédents en France. Et dans cette rencontre, c'est Arnaud Prêtre qui sera votre voix française. Paru l'an dernier, mais en fait, Danser sur des débris, vous l'aviez écrit un peu plus tôt, puisqu'il se trouve que c'était votre premier texte écrit lorsque vous avez été embauché par Volker Schlöndorff pour écrire le scénario de son adaptation de la deuxième partie du roman de Günter Grass, Le Tambour, ce que vous racontez à la fin du livre. Alors ça a été à la fois le début et la fin de votre carrière de scénariste, puisque ça ne s'est pas tout à fait passé comme vous l'espériez, et vous racontez la rencontre avec Günter Grass, mais vous avez eu un peu d'argent et un peu de temps, et encouragé par le réalisateur, vous êtes mis à écrire ce roman dans lequel vous racontez une famille avec quelques particularités. Le narrateur que l'on suit s'appelle Jesko, il se présente comme un styliste, et il arrive en gare de Mannheim pour rejoindre son père et son frère chez eux, un père qui a missionné une agence de détectives pour retrouver qui dans la famille pourrait être un donneur de moelle osseuse et ainsi sauver votre héros Jesko de la leucémie. Et il se trouve qu'il l'a trouvé, le père, et surtout l'agence de détectives. C'est la mère qui va pouvoir, ou qui pourrait plus exactement, le trouver, mais la mère, il ne l'avait pas vu depuis 20 ans, et quand les détectives l'ont retrouvé, ils l'ont trouvé dans un refuge de SDF de Hambourg avant de le faire venir chez lui ou à côté de chez lui dans la maison de la tante. Et quand Jesko la revoit, elle est dans le garage, en sang, attachée sur une table de ping-pong. C'est ainsi que s'ouvre votre roman, où la question va être de savoir, outre le consentement de la mère, si Jesko va accepter ou non le don de moelle osseuse et donc être redevable de cette femme qui l'a tant fait souffrir dans son enfance. On parlera dans un instant d'être écrivain américain, ce que ça peut signifier pour vous, mais quelques mots d'abord sur ce roman. D'où vous vient, outre le point de départ avec l'adaptation avortée du film, d'où vous vient cette idée-là, cette famille singulière, Chris Cross ? Ja, bonjour. Ja, das ist tatsächlich für mich gar nicht so leicht, das nochmal zu rekonstruieren. Es ist ein Jugendroman, ich habe den vor einem Vierteljahrhundert geschrieben und das war eigentlich meine Vorlage für meinen ersten Film als Regisseur. Und ich wollte aber unbedingt, das ahnte ich schon, was machen über meine persönliche Situation und habe mich dann meiner Familie gewidmet, ein Thema, das ich bis heute eigentlich in allen Romanen immer wieder durchspiele. Die Ausgangsidee war, etwas über meine dysfunktionale Familie zu machen, über meinen Vater. Und ich habe damals erst rausbekommen, kurz bevor ich mit dem Roman begann, dass ich noch einen Bruder habe. Mein Vater hatte mit einer anderen Frau ein Kind.
Und die Prämisse dieses Romans, so ist der Roman entstanden, war, was würde eigentlich mein Vater machen, der zu diesem Kind nicht stand, wenn ich jetzt ganz konkret, Chris Kraus, Krebs hätte und meine einzige Rettung wäre, dass er dieses Geheimnis preisgeben müsste, da vielleicht mein Bruder mir eine Blutspende geben könnte. Also das war die Prämisse, eine sehr private, sehr persönliche für den Roman. Alors, pas facile de revenir à l'idée originelle de ce roman, puisque c'est un roman de jeunesse, je l'ai écrit il y a 25 ans, donc voilà, il faut que je me projette dans le passé. Au départ, c'était le projet d'un film. Et je suis parti d'une situation tout à fait personnelle. Dans tous mes romans, je parle de ma famille, j'explore ce passé familial, une famille qui est dysfonctionnelle, problématique, et donc j'ai découvert, peu de temps avant d'écrire ce roman, que mon père avait en fait eu un frère secret dont je ne savais rien. Et donc je me suis mis dans cette situation, j'ai imaginé cette situation où en tant que narrateur, j'aurais un cancer, disons une leucémie, moi, Chris Kraus, et est-ce que mon père serait prêt à livrer son secret, le secret de la naissance de ce fils, qu'il avait caché à tout le monde, s'il s'agissait de me sauver grâce à un don de moelle osseuse. Sacrée histoire, effectivement. Alors la famille que vous posez, je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'elle a inspiré de celle qui a été la vôtre, parce que la question que j'ai, c'est qu'est-ce qui les réunit encore les membres de cette famille de Gesco, c'est-à-dire que lui a voulu fuir cette famille, une famille dont le père et le frère sont très soucieux de leur image sociale, de la réputation, puisqu'ils sont à la tête d'une entreprise et ils ont juste une seule crainte, c'est que ce fils qui est un peu différent d'eux, et surtout cette mère qui pourrait leur échapper, n'atteignent leur réputation. Qu'est-ce qu'ils ont en commun pour avoir choisi de les réunir le temps de quelques jours, de quelques semaines ensemble et de voir comment ils allaient composer les uns avec les autres? On s'aime, on est surtout pas mal vache entre personnages dans votre roman. Ja, grundsätzlich interessiert mich an der Familie natürlich das System. Also das Erbe ist immer auch ein System, dem man nicht entkommen kann, weil man sich eine Familie nicht aussucht, egal wie kaputt sie ist. Man lebt mit den Werten dieses Systems. Und ich habe im Laufe meiner literarischen und auch meiner cineastischen Karriere mich immer wieder Systemen gewidmet, aus dem Kern der Familie kommt. Ich habe den Nationalsozialismus untersucht, weil der Nationalsozialismus in die DNA meiner Familie verwoben war, was ich aber in der Form noch gar nicht wusste, als ich mich diesem Buch gewidmet habe. Im Nachhinein war das sehr, sehr logisch, aber erst im Nachhinein. Und Ihre Frage war ja, was hält so eine Familie zusammen? Die Tatsache, dass man ihr nicht entkommen kann, so wie man beispielsweise auch der Tatsache, dass man Deutscher ist, nicht entkommen kann, also eine Verantwortung trägt, obwohl man eine Schuld nicht auf sich geladen hat, die aber die Altvorderen auf sich geladen haben. Je vois la famille comme un système. En fait, c'est un système auquel on n'échappe pas, c'est aussi un héritage auquel on n'échappe pas. La famille, on ne la choisit pas, même si elle ne fonctionne pas du tout, comme c'est le cas ici. Et donc, à chaque fois, en tant qu'écrivain et comme cinéaste, j'ai eu cette approche systémique de la famille. Et puis, le noyau familial, c'est ce qui peut générer un système à plus grande échelle. J'ai ainsi, par exemple, pu constater que le national-socialisme et mon histoire familiale étaient intrinsèquement liés, que être nazi, c'était quelque chose qui était quasiment dans l'ADN de mes ancêtres. Et j'ai fait cette découverte après coup, et après coup, ça m'a paru limpide, complètement logique, mais a priori, ce n'était pas évident. Vous avez posé la question de savoir ce qui permettait de rassembler une famille, quels étaient les liens qui pouvaient exister. Bien, en fait, de manière fondamentale, le fait qu'on n'échappe pas à sa famille, il n'y a aucune échappatoire. De même qu'on ne choisit pas d'être allemand, on est allemand, ce qui veut dire qu'il faut faire face à un passé, à une culpabilité dont on doit assumer les conséquences. Et à propos du passé nazi, imaginez un jour la mère quittant la pelouse pour faire apparaître une croix gammée. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ce poids de l'histoire, et puis un livre dans lequel on rencontre aussi, outre Günter Grass, un écrivain européen. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, Sénèque, philosophe de la Rome antique. Alors, le livre finit dans le lac.
On va y revenir tout à l'heure. Mario De Ciati, vous êtes journaliste, poète et écrivain italien et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, mais en France. Nous vous découvrons pour la première fois. Le premier d'entre eux qui a été publié, c'est celui-ci, Les Irrésolus, dans une traduction de Romane Lafort aux éditions Grasset. Ici, c'est Anatole Ponce qui va nous aider à mieux nous comprendre. Vous y racontez l'histoire d'une relation amicale entre Francesco et Claudia depuis qu'ils se sont rencontrés au lycée. Lui est attaché à sa région des Pouilles, qui est celle dans laquelle vous êtes né. Elle ne pense qu'à partir pour Milan, pour l'Allemagne, là où Francesco ira peut-être la rejoindre, notamment à Berlin, où vous-même vous avez achevé l'écriture de ce livre en 2019. Et Francesco se présente comme étant né de deux personnes qui n'étaient pas forcément en fait ou qui n'avaient pas forcément le désir de vivre ensemble. Ils ont été un petit peu obligés suite à une relation qu'ils ont eue durant l'émission Jeux sans frontières. Un père professeur d'éducation physique finissant ses journées dans les bars où il raconte ses anciens exploits sportifs et une mère qui passe du temps, beaucoup de temps, à l'hôpital. Et puis un jour, donc au lycée, il rencontre cette Claudia qui, fille d'un chirurgien dans ce même hôpital, lui apprend que le père de Claudia et que la mère de Francesco, ils sont partis vivre ensemble. Lui savait sa mère venait de partir, mais il ne savait pas quelle était la réalité et surtout avec qui. Ce qui l'embête un petit peu parce que se présente à lui l'idée qu'ils vont peut-être être demi-frères et demi-sœurs. Or lui, il aurait bien aimé davantage. Il aurait bien aimé l'aimer, elle, cette Claudia. Comment est né cet roman? Comment est née cette idée de personnages qui sont entre attraction et répulsion? Bonsoir. I personaggi sono venuti perché sono molto simili al titolo del libro. In francese Les Irrésolus, ma in italiano Spatriati, che è una parola che in italiano non esiste. Esiste in alcuni dialetti della mia regione, della Puglia, e viene usata per definire quelle persone che sono diverse, che non sono definibili, perché non hanno un lavoro preciso, non hanno un'identità sessuale precisa, perché hanno 40 anni e magari non hanno ancora una famiglia, perché magari non la vogliono avere, perché hanno una loro diversità, insomma, anche nel modo di vestirsi, di porsi, e sono senza patria, spatriati. Ecco, io di spatriati ne conosco tantissimi, che però a volte fingono di essere regolari per vivere una vita, diciamo, senza giudizio. Ed è partita da qui, insomma, la storia che ho raccontato. Oui, en fait, c'est surtout parce que les personnages Francesco et Claudia, ils sont très similaires au titre. En italien, le titre c'est Spatriati. C'est un titre qui n'existe pas en italien, qui existe dans plusieurs dialectes des Pouilles d'où je viens, et qui décrivent des gens qui sont différents, des gens qui ne rentrent pas dans les cases, des gens qui ont une identité sexuelle différente, les gens qui n'ont pas de travail, des gens qui ont 40 ans, qui n'ont pas d'enfants, qui ont fait ce genre de choix, qui vont s'habiller différemment, qui vont faire des choix différents. Donc spatriato, ça veut dire sans patrie, en fait. Voilà, c'est des gens qui sont différents. Et en fait, j'en connais plein de ces gens-là qui souvent vivent en essayant de donner le change, et ça m'a donné envie de leur donner voix. Dans un roman où la géographie est très importante, je l'ai dit, Francesco est très attaché à sa région des Pouilles et il trouve que vraiment il y a... Voilà, et puis il le prouve d'ailleurs, on peut commencer sa vie, on peut y faire sa vie. Là où Claudia, alors elle est aussi motivée par d'autres raisons, mais elle ne rêve que d'un ailleurs pour fuir sa famille, fuir son passé, mais aussi à l'expérimenter l'ailleurs, à Londres, à Milan, à Berlin. Comment vous avez composé aussi la géographie de ce roman entre votre région à laquelle est attaché Francesco et celle que Claudia va chercher ailleurs? I due protagonisti sono pugliesi, come sono anch'io pugliese. La Puglia è una regione anomala dentro l'Italia, perché nello stivale siamo il Tacco, però abbiamo anche una forma di ponte. Infatti spesso è stata in maniera negativa, in maniera positiva,
dai politici chiamata il ponte delle nuove migrazioni, la Puglia, il ponte delle culture invece quando si parla del bene della Puglia. Ed è una terra dove si sente molto questa contaminazione, ci sono passati tutti, tutte le culture del mondo, le storie sono passate dalla Puglia perché è una terra di passaggio e tutti hanno lasciato qualcosa, lo si vede nel paesaggio, c'è cultura ebraica, cristiana, araba, sono passati i normanni, gli aragonesi, c'è di tutto, e nella lingua. Noi abbiamo tantissimi dialetti e nello stesso paese, dalla campagna al centro, non ci capiamo se parliamo in dialetto. E per esempio la parola più importante della nostra cultura è oliva, da cui si fa l'olio. Nel mio paese si dice lögg e a 3 chilometri si dice ulia. Sono due parole completamente diverse. E Claudio e Francesco hanno questo cosmopolitismo interiore. Uno lo vive col corpo e uno lo vive con la testa e col cuore. Oui, mais les deux personnages de mon livre, ils sont apuliens, ils viennent des Pouilles comme moi. Et les Pouilles, c'est une région qui est un peu une anomalie en Italie. Donc dans la botte, on est le talon et on est aussi un pont. Hein, donc ça peut être vu de manière négative ou positive selon les interprétations qu'on peut en faire. Le pont des cultures, des Pouilles, disent les politiques. Et on sent l'influence qu'il y a pu avoir de tous les passages, parce que tout le monde est passé par là. C'est vraiment une terre où tout le monde a laissé une trace. On a eu des influences juives, des influences musulmanes, des influences de tout le monde. Et cette diversité se retrouve aussi dans les dialectes, dans les langues qu'on parle dans la région. Au sein d'un même village, on va ne pas se comprendre entre la campagne et le centre. On est à 3 km de différence, mais si on parle chacun son dialecte, personne ne se comprendra. Prenons l'exemple d'un mot très important dans la région, qui est celui de l'olive, qui se dit lögg. Et à 3 km de là, on dit olia. Voilà, des mots qui n'ont aucun rapport. Et donc, Claudia et Francesco, ils ont ce cosmopolitisme intérieur. Il y en a un qui va le vivre dans son corps et l'autre qui va le vivre dans sa tête. L'avantage, c'est qu'ils sont européens, je rattache au titre de la rencontre, et donc ils peuvent circuler librement au sein de l'Union européenne, ce qui ne sera pas le cas de tous les personnages, notamment un Géorgien, on y reviendra dans un instant. Je vais d'abord présenter également donc, Olivier Guèze. Vous avez été journaliste et vous êtes écrivain, et je dirais l'Europe, c'est un peu votre terrain de jeu littéraire, puisque on le rencontre dans tous vos livres. Vous êtes intéressé à plusieurs reprises au football, à l'Allemagne aussi, du retour des Juifs après la Seconde Guerre mondiale, au procureur Fritz Bauer en scénarisant le film sur ce grand procureur allemand qui a amené devant les tribunaux des criminels nazis, et puis en vous intéressant aux médecins d'Auschwitz ayant fui en Amérique latine, dans votre roman La disparition de Joseph Mengele, qui avait été récompensé par le prix Renaudot. Et l'Europe existe aussi dans d'autres livres, hein, puisque vous aviez commencé avec les révolutions de Jacques Koskas, où ce personnage, dans votre premier livre, voulait ressusciter l'empire austro-hongrois, et l'Europe était au cœur d'un livre collectif que vous aviez dirigé, Le Grand Tour, autoportrait de l'Europe par ses écrivains, un livre dans lequel, à l'occasion d'ailleurs de la présidence assurée par la France, présidente tournante de l'Union européenne, vous aviez convié 27 écrivains, donc un par État membre de l'UE à l'époque, pour raconter dans des nouvelles les lieux évocateurs de la culture européenne. Alors, ce fut le cas avec l'Allemand Daniel Kellmann, qui l'a fait pour la prison de la Stasi, avec la Française Maëlys de Kerangal, qui s'était intéressée aux plages du débarquement, ou avec l'Italienne Rossella Postorino, qui s'était attachée à l'île de Ventotene, où étaient relégués des opposants antifascistes, et qui a été un lieu où le fédéralisme européen a pu émerger. Et cette année, vous êtes intéressé, j'allais dire presque à l'Europe, hors de l'Europe, dans votre nouveau livre, votre nouveau roman Mésopotamia, paru donc comme pour Mario Dosciati aux éditions Grasset, où vous avez choisi de raconter Gertrude Bell. Alors si ce nom ne vous dit rien, eh bien rassurez-vous d'abord, parce que Olivier Guèze est là pour cela, mais c'est normal aussi, elle est peu connue ici en France. Elle a été vraiment je
une fervente partisane de l'Empire britannique et elle s'est retrouvée en 1916 dans ce qui s'appelait à l'époque la Mésopotamie et elle a participé à construire l'Irak, d'abord en luttant contre l'Empire ottoman et puis en dessinant la carte, en créant un État, en y mettant un roi à sa tête et avec dans les environs, dans les parages, Winston Churchill qui jouait après quelques erreurs la suite de sa carrière militaire. Et peut-être l'avez-vous en tête, un certain Laurence d'Arabie, qui était aussi là et à qui ils ont œuvré ensemble, outre l'estime réciproque qu'ils avaient. Je l'ai dit, cette femme, elle est voilà, on ne la connaît pas ici, en plus elle est une oubliée de l'histoire, puisque son rêve n'existe plus, puisque l'Irak qu'elle a construit s'est effondré à partir du milieu des années 50, et encore plus avec l'actualité qui a suivi. Alors pourquoi vous avez choisi de la ressusciter le temps d'un livre, de vous intéresser depuis aujourd'hui à elle, Olivier Guèze? Bonjour à tous. Je me suis intéressé à Gertrude Bell, et puisque je vais essayer de relier ça au thème de notre rencontre. Très gentil à vous. Je vous en prie. À la thématique européenne. Mes derniers livres, en tout cas précédemment, moi je me considère avant tout comme européen, d'expression française, même si je vis à Rome aujourd'hui, j'ai vécu à Berlin par le passé. Et je me suis longtemps demandé, en fait, généralement, un écrivain associé à un territoire, voire un terroir. Et j'en ai pas vraiment, si ce n'est vraiment le continent, d'une certaine manière. Je me sens vraiment chez moi à peu près partout en Europe. Et après avoir passé beaucoup de temps à décortiquer l'histoire allemande, et notamment l'histoire de l'après-guerre en Allemagne, et donc les phénomènes fascistes, nazis, et les conséquences de la guerre civile européenne entre 14 et 45, j'ai voulu m'intéresser à un autre aspect de l'histoire moderne européenne qui est l'empire et l'impérialisme. Et donc, assez logiquement, je me suis intéressé au plus grand empire de tous les temps, au plus grand empire européen qui était l'empire britannique à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et presque par hasard, j'ai envie de dire, je suis tombé il y a une vingtaine d'années sur ce personnage fascinant qu'est Gertrude Bell. À l'époque, je travaillais pour un journal économique et financier, je m'occupais des affaires pétrolières et du Moyen-Orient. Et au début de la guerre en Irak, en 2003, je suis tombé sur une photo tout à fait étonnante qui avait été prise à l'issue de la conférence du Caire en mars 1921, où les Britanniques, sous l'égide de Winston Churchill, secrétaire aux colonies à l'époque, ont dessiné notamment les frontières du Moyen-Orient moderne. À l'issue de cette conférence, une photo de groupe a été prise. Churchill est là. Autour de lui, il y a ces 40 voleurs, comme il les a appelés, et parmi les 40 voleurs, il y a une voleuse qui est à l'extrême gauche de la photo. Et donc je me suis demandé qui était cette femme. Et donc à travers l'épopée de Gertrude Bell, qui est un personnage absolument extraordinaire au premier sens du terme, qui a été alpiniste de très haut niveau, exploratrice, archéologue, traductrice d'Aphèse du persan à l'anglais, et qui a surtout été espionne, chef des renseignements, faiseuse de rois, qui a créé un mini-empire à son image. J'ai voulu m'intéresser cette fois à un autre épisode fondamental de l'histoire européenne, qui est l'épisode impérialiste, duquel nous n'arrivons pas vraiment à sortir. Enfin, toutes les sociétés européennes, en tout cas les sociétés européennes occidentales, sont toutes paralysées par la question coloniale, post-coloniale, décoloniale. Donc moi j'ai voulu revenir à l'origine finalement de cette histoire-là, en racontant un court moment de l'histoire du plus grand empire de l'univers, on va dire. Vous avez dit effectivement qu'on est tous travaillés les pays européens par cette histoire coloniale, post-coloniale. Justement, pour écrire ce roman sur Gertrude Bell, quelles questions vous êtes posées? Parce que l'Europe qu'elle incarne n'existe plus, et même certaines valeurs qu'elle représentait, heureusement, sont plus là. C'est-à-dire qu'elle fait partie des gens qui considéraient à l'époque que les Arabes n'étaient pas capables de se gouverner tout seuls. Il y a les Européens, et elle est aussi à l'époque où le droit de vote fait débat avec notamment les suffragettes en Angleterre. Elle s'engage dans le débat, mais contre le droit de vote. C'est-à-dire aussi que les idées qu'elle avait, qui construisaient l'Europe de l'époque, ne sont heureusement plus celles d'aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'en tant qu'Européen, vous avez interrogé cette Européenne du siècle dernier sur les permanences, les ruptures? Mais moi, je trouve toujours intéressant d'essayer de restituer les débats, les façons de parler, les visions du monde d'une certaine époque.
je ne trouve pas très intéressant de porter notre regard, en tout cas chacun peut le faire, chaque lecteur peut le faire, que ce soit sur le nazisme dans le précédent roman, la disparition de Mengele, et cette fois sur l'impérialisme. Moi, ce qui m'intéressait, c'est justement vraiment essayer de recréer un petit peu cette atmosphère-là, c'est-à-dire laisser les gens parler, essayer de recréer cette atmosphère particulière, et il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire de remonter quelque part un peu à la source. Moi, je juge jamais, en fait, je laisse, je raconte, et après chacun réagit différemment. Et Gertrude Bell, elle est très contradictoire, elle est paradoxale, et ce qui en fait un personnage particulièrement intéressant, parce qu'à la fois elle est rebelle, elle quitte un milieu ultra favorisé, une famille richissime, des facilités immenses pour passer quelquefois plusieurs mois dans le désert toute seule avec sa caravane. Et d'un autre côté, elle est très conservatrice et donc elle considère les Bédouins comme ses frères d'âme, ce qui lui permet de réconcilier justement ces deux aspects. À la fois, ce sont des rebelles et aussi des conservateurs. Elle est émancipée et d'un autre côté, elle est très prude. Elle est fascinée par la civilisation arabe et c'était sans doute l'une des meilleures connaisseuses du monde arabe au début du XXe siècle. Vous êtes parti à construire le musée de Bagdad. Absolument. Et d'un autre côté, elle est impérialiste et une agente zélée de l'Empire. Et ces ambiguïtés, ces zones grises, je trouve, sont beaucoup plus intéressantes qu'une vision manichéenne qu'on recréerait finalement de notre perspective aujourd'hui. Chacun peut l'avoir ensuite par la suite. Chris Cross et Mario Dociati, Olivier Guest, pour sa première réponse, a dit qu'il se considérait, lui, comme écrivain européen. Et j'aimerais vous retourner la question que vous me disiez en tant qu'homme, mais peut-être surtout en tant qu'écrivain par rapport à là, au lieu où on se trouve. Comment ça résonne en vous, cette expression, être un écrivain européen? Et en plus, il se trouve que voilà, vous avez plusieurs pays aussi dans votre biographie, puisque Mario Dociati, vous l'avez dit, vous êtes un Italien installé à Berlin, et vous, Chris Cross, il y a l'Allemagne, mais il y a aussi pas mal les pays baltes, évidemment, dans votre parcours. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous être un écrivain européen, outre le hasard de votre naissance? Je ne sais pas qui, Chris ou Mario. Allez, Mario et puis Chris. Chris, bon, Chris, allez-y. Ja, ich habe mit Interesse zugehört, was Olivier gerade gesagt hatte. Also ich habe es tatsächlich schwer, mich Europa zu nähern. Ich komme aus einer faschistisch konnotierten Familie und habe Europa erstmal als Mangel an deutscher Dominanz kennengelernt. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que disait Olivier. Pour moi, j'ai eu à l'origine une difficulté d'approche de l'Europe. Il m'est difficile d'être proche de l'Europe parce que je viens d'une famille dont l'ADN, comme je l'ai dit, est fasciste et pour qui, en fait, l'Europe, c'était la dominance allemande. Das heißt, als ich aufgewachsen bin, als ich Kind war, bin ich mit meinen Großeltern oder mit meinen Eltern durch Frankreich gefahren und man hat mir halt gesagt, eigentlich fahren wir durch Deutschland, weil die Franken sind ja eigentlich ein germanisches Volk. Also habe ich als kleines Kind natürlich ganz Europa erstmal als deutsch geprägt wahrgenommen. Und damit muss ich mich bis heute auseinandersetzen. Par exemple, enfant, quand on traversait la France en voiture avec ma famille, on m'expliquait que en fait, c'était le pays des Francs. Donc en réalité, on n'était pas vraiment en France, on était dans un pays qui avait été fondé par une population germanique. Donc c'est vraiment cette approche première de l'Europe que j'ai eue, à savoir que partout en Europe, on voyait une empreinte de l'Allemagne. Ich erinnere mich beispielsweise, weil Mario hatte gerade erzählt von Lecce, von Süditalien, da waren wir damals auch und da hat mein Opa dann erzählt, ja, hier waren die Staufer gewesen und hat mir auch die staufischen Burgen gezeigt. Also auch Italien ist eigentlich komplett deutsch. Et même chose en Italie. Mario, par exemple, parlait de Lecce, des Pouilles du sud de l'Italie. Et là, là encore, nous y sommes allés avec ma famille. Et mon grand-père me disait, oui, et là, c'est l'héritage impérial de la dynastie des Staufer. Et d'ailleurs, on a visité les châteaux. Donc, pour finir, en tant qu'enfant, je croyais que l'Italie aussi, c'était l'Allemagne, en somme. Aus dem Grund habe ich, glaube ich, wirklich einen sehr speziellen Zugang zu Europa und habe eigentlich durch die Brüche meiner persönlichen Biografie und auch durch die Brüche mit meiner Familie Europa als einen Ort der Vielfalt kennengelernt. Und ich bin eigentlich immer noch in dem Prozess, das zu lernen
Und trotzdem habe ich ganz klar eine Perspektive als Deutscher, dem kann ich nicht entkommen. Da bin ich geprägt und muss mich sozusagen immer in jeder Situation neu dazu verhalten. Donc en fait, vous comprenez à quel point ma relation à l'Europe est particulière et en fait, elle a évolué à travers des ruptures dans ma propre vie, des ruptures biographiques, ruptures avec ma famille aussi, ou déchirures. Et c'est c'est ce parcours qui m'a permis d'appréhender l'Europe dans sa diversité. Et d'ailleurs, je dirais que c'est un processus encore en cours. Et quels que soient les efforts que je fais, quel que soit mon parcours de vie qui m'amène à apprécier cette diversité, ma perspective est inévitablement allemande. Quelque part, je n'échappe jamais à ce point de vue allemand sur l'Europe. Et donc, c'est un effort que je dois constamment faire pour renouveler cette appréhension de la diversité européenne. Vielleicht kann ich eine kurze Sache noch dazu sagen. Ich habe ja, also meine Familie, mein Großvater, alle seine Brüder waren in den Einsatzgruppen der SS, waren hohe Offiziere und waren aber auch später bei der CIA, waren also Geheimdienstleute und haben sich auch über die europäische Idee Gedanken gemacht. Die waren in Russland eingesetzt und ich finde halt interessant jetzt zu sehen, dass damals die SS sehr stark den großrussischen Gedanken verfolgt hat. Es gab einen SS-General, du wirst ihn wahrscheinlich kennen, General Vlasov, der wurde von der SS finanziert. Man hat damals die Satellitenstaaten Russlands aufgegeben. Und das ist bis heute, wenn man das anguckt, über 80 Jahre hinweg eine Traditionslinie der rechten westeuropäischen Parteien, dass man eben das Großrussische, also in Deutschland ist das gerade ein Thema, die großrussische Idee unterstützt. Das finde ich sehr interessant. Ich selber empfinde mich, weil meine Großmutter auch Lettin war, ja, eher den kleinen osteuropäischen Staaten verbunden. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Donc, mon histoire familiale, c'est que mes ancêtres, mon grand-père était dans le haut commandement de la SS. D'ailleurs, après, ils ont changé de bord puisqu'ils ont travaillé pour la CIA. Et donc, ils ont essayé de défendre une idée très particulière de l'Europe. Ils ont ensuite été d'ailleurs envoyés en Russie en tant qu'agents. Et on voit que cette idée d'une grande Russie, c'est quelque chose que les SS ont défendu d'une certaine manière. D'ailleurs, vous savez sans doute que le général Vlasov a été financé par la SS. Donc, on a là une tradition historique qui veut que les États satellites de la Russie, et c'est une tradition que l'on peut en fait parcourir sur des décennies, pendant 80 ans, que ces États satellites rentrent dans un concept de grande Russie. C'est quelque chose que l'on retrouve dans le patrimoine des droites européennes. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater que le débat sur la grande Russie et sa légitimité est quelque chose qui ressurgit en Allemagne maintenant. Du point de vue familial, il y a quand même une dissonance puisque ma grand-mère était lettonne et en tant que lettonne, elle était plutôt favorable à une conception de la Russie plus restreinte. Peut-être avant d'écouter Mario Dosciati, un mot, Olivier Guay, sur ce que vous venez d'entendre, parce que vous aussi, l'histoire, et notamment l'histoire du nazisme, je l'ai dit, elle est assez présente aussi dans votre œuvre, du scénario de film de sur Fritz Bauer jusqu'à la disparition de Joseph Mengele. Donc comment vous entendez ce que Chris Cross dit? C'est-à-dire que pour répondre à cette question, est un écrivain européen, il a beaucoup parlé du poids de l'histoire. Comment là aussi ça vous travaille ou vous interroge, ce poids de l'histoire dans la manière d'être européen aujourd'hui et d'être écrivain européen aujourd'hui? En fait, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a fondamentalement deux manières d'être un écrivain européen. Je pense qu'il y a le territoire et il y a l'histoire. Si je prends ma modeste petite personne, le fait d'être né à Strasbourg faisait de moi dès l'origine un Européen, parce que l'Allemagne était en face et parce que quelque part Strasbourg est la porte d'entrée de l'Europe centrale. Et lorsqu'on est à Strasbourg, on est probablement plus à l'aise dans l'ouest de l'Ukraine ou dans les pays baltes qu'à Toulouse, par exemple. Donc la géographie crée un imaginaire immédiat dans lequel on grandit. Ça, c'est une première chose. Et puis deuxièmement, évidemment, il y a l'histoire. Il y a l'histoire personnelle, par exemple dans le cas de Chris, l'histoire familiale. Et donc je pense que c'est à la fois le territoire et l'histoire qui font de certains écrivains naturellement, je dirais, des écrivains européens. À titre personnel, moi, j'ai évidemment pas du tout la même histoire. J'ai pas de grand-père SS. Moi, j'avais des grands-parents juifs qui se sont cachés, et notamment du côté maternel.
qui était d'origine allemande, rhénane et austro-hongroise. Et probablement ce qui m'a frappé dans mon enfance, mais encore aujourd'hui, c'est qu'au fond, l'Europe ne s'est jamais vraiment remise de ce qui s'est passé, pas seulement entre 33 et 45 ou 39-45, mais vraiment entre 14 et 45. Et qu'en fait, cette période-là est vraiment la matrice de notre Europe contemporaine, à laquelle on peut rajouter justement la crise impériale, l'impérialisme. Et les deux, en fait, se rejoignent aujourd'hui et sont des ombres, enfin, leur ombre, en fait, est immense sur le continent européen, et je pense sur un certain nombre d'œuvres ou d'écrivains européens. D'où votre premier livre dans lequel il était question aujourd'hui encore d'une possible résurrection de l'Empire austro-hongrois. Je pense que la résurrection de l'Empire austro-hongrois résoudrait tous les problèmes de l'Europe. Vous savez quand même qu'elle a sombré dans la Première Guerre mondiale. C'est vrai. C'était sa fin. Entre autres par la faute des Français, mais je pense que cette résurrection nous aiderait tous, en effet. Mario Dosiatis, alors à la fois cette question, être un écrivain européen, comment vous l'entendez, et puis par rapport à ce que viennent de dire Chris Cross et Olivier Guèche, puisqu'il en est beaucoup question aussi pour vous, et de l'histoire et du territoire. C'è una piccola premessa. L'aggettivo europeo oggi è molto, molto screditato in Italia. Racconto un aneddoto. Quando è uscito Spatriati, nella quarta di copertina è scritto romanzo europeo e c'erano alcune persone nel commerciale che dicevano europeo spaventa. Je vais juste faire un petit prélude. L'adjectif européen, aujourd'hui en Italie, il est assez mal vu. Je vais vous raconter une anecdote. À la sortie des Irrésolus en Italie, quelqu'un avait écrit « c'est un grand roman européen » et quelqu'un d'autre a dit « tu sais, européen, ça va pas très bien passer ». Je crains qu'en France, ce soit un petit peu le cas, parfois aussi. Per me è stato un risveglio perché io faccio parte di una generazione che ha visto con il trattato di Schengen, con l'idea di potersi spostare liberamente in Europa, il sogno europeo di un luogo dove tante culture molto diverse, una pluralità, potesse convivere nel rispetto reciproco della propria diversità linguistica, di valori, di identità, di storia, pacificamente. Questa è stata, come dire, è la nostra l'illusione forse della mia génération. Et ça a été une sorte de rappel pour moi parce que je suis d'une génération où on a connu Schengen, on a connu cette idée de pouvoir se déplacer librement, ce grand rêve d'un lieu où une pluralité de gens, une pluralité culturelle, linguistique, etc., vivraient ensemble dans le respect et de manière pacifique. Donc voilà, il y avait ce grand rêve européen qui était finalement peut-être une illusion pour ma génération. Ma la pluralità spaventa molto spesso in cattiva fede, ma a volte anche in buona fede le persone, e viene usata dalle politiche più retrive per, come dire, dividere ancora di più l'Europa, ma senza il rispetto e la pace della pluralità, insomma, con cui era stata pensata all'inizio. Et donc cette pluralité, ça fait peur parfois. Parfois ça fait peur de mauvaise foi ou juste de bonne foi. Ça va être utilisé aussi par certains politiques mal intentionnés pour diviser l'Europe et ne plus avoir ce respect et cet esprit de paix qui pouvait unir les gens en Europe. Però mi sento parte di una retroguardia che crede ancora nell'Europa, però io credo anche in un'Europa molto più larga. Io mi sento un Mediterraneo, io mi sento un pezzo del mar Mediterraneo. Per noi quel mare che ci unisce con col Medio Oriente, col Nord Africa, in qualche modo per me l'Europa è un valore molto più largo della parola che noi usiamo, ed è forse proprio l'ampiezza, la larghezza, l'orizzonte spianato
che spaventa, ma ripeto, spaventa le persone che hanno paura di uscire di casa, di uscire dalla loro comfort zone, ma uscire dalla comfort zone ti rende la vita anche più sei libero e più vivi meglio, ed è un po' il motivo per cui ho scritto questa storia, ed è il motivo per cui questo libro in Italia ha un po' diviso, mi ha fatto arrivare di tutto, cioè a favore ma anche tantissimo contro. E quindi per me essere uno scrittore europeo significa essere anche uno scrittore mediterraneo, essere anche uno scrittore pugliese, anche uno scrittore italiano. Per ultima cosa proprio. Et moi, je fais quand même partie d'un petit groupe d'irréductibles qui croit encore en cette idée européenne, mais peut-être que la clé, c'est de voir l'Europe comme quelque chose de plus large que le mot qu'on peut entendre par Europe. Moi, je me sens méditerranéen, par exemple, donc je me sens faire partie de cette mer qui nous relie avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique. Donc, je pense qu'on peut aussi voir l'Europe comme quelque chose de beaucoup plus large que ce simple concept géographique. Et cette vastitude, elle peut faire peur aussi, mais elle fait peur à des gens qui ont peur de sortir de chez eux, qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Alors que sortir de sa zone de confort, c'est aussi une façon d'être libre, une façon d'échapper à certaines choses. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, et c'est aussi pour ça que ce livre a pas mal divisé en Italie. Bien sûr, il y a eu le prix Strega, il a été très acclamé, mais il y a eu aussi beaucoup de protestations. Et voilà, moi, être un écrivain européen, c'est aussi être un écrivain méditerranéen, c'est aussi être un écrivain apulien, c'est un peu tout ça à la fois. La question géographique, la question de pouvoir circuler, elle a participé à construire le livre, puisqu'avec Francesco et Claudia, on part dans plusieurs pays, les questions certes d'Angleterre, mais il est surtout question d'Allemagne. Et la question de pouvoir circuler, la question vous parlez d'ailleurs de Schengen, donc d'être hors ou dans les frontières, ça compte aussi, Mario Dosciati, dans votre roman, notamment parce que Francesco va rencontrer un homme qui s'appelle Andria, qui est un Géorgien. Et Andria, il est contraint par les titres de séjour, il est contraint par ses frontières. Nous étions des citoyens européens libres de nous déplacer à l'intérieur d'une enceinte, sauf que le monde d'Andria se trouvait hors de cette enceinte. Ceux qui viennent de plus loin ne resteront à nos côtés que le temps de comprendre que les frontières auront toujours le dernier mot. Qu'est-ce qui vous intéressait ici dans cette possibilité ou non, en tant qu'Européen, de profiter d'un vaste espace et de pouvoir circuler dedans? Sì, è la grande occasione, ma ripeto, anche delle generazioni successive. E questo non fa perdere nulla della nostra cosiddetta identità, anche linguistica. Questa cosa ci tengo molto a dirla. Io prima, un po' scherzando, ho detto mi sento più uno scrittore mediterraneo e pugliese che uno scrittore italiano, perché la bravissima traduttrice Roman Lafor, che voglio citare, delle Resolu, ha lavorato sul mio italiano, che è un italiano asimmetrico, perché è un italiano di un pugliese che lavora anche molto con il dialetto, e il lavoro che fanno questi straordinari traduttori, tra cui anche Anatole, perché io parlo anche un po' in dialetto, in questo momento ho un accento dialettale, e però nonostante questa parte di me è sempre rimasta, però io ho vissuto molti anni a Berlino, ho vissuto col sogno sempre di non essere più lontano possibile dalle mie radici, tagliandole, perché non siamo alberi, siamo persone che hanno le gambe. Se fossimo alberi possiamo stare nel posto dove siamo, però siamo nati con due gambe e inevitabilmente, anche se molti dicono che non dovremmo spostarci, siamo destinati a farlo. Oui, je crois que j'ai envie de revenir sur cette idée d'identité, notamment linguistique. Par exemple, moi, je me sens plus apulien qu'italien, j'en rigole souvent. Et par exemple, Romane Lafor, ma traductrice, a fait un travail assez incroyable parce qu'elle travaille sur mon italien à moi, qui est un italien qui est plein d'inflexions dialectales. Je mets de l'apulien partout, je mets du dialecte un peu dans tous les sens. Et en même temps, j'ai vécu à Berlin, j'ai voulu partir loin de chez moi. Et si on était des arbres, on resterait toujours au même endroit, mais je crois que le fait d'avoir deux jambes, ça nous destine quelque part à se mettre en mouvement.
Et puis je voudrais revenir sur le fait que vous soyez tous les trois des écrivains pour vous demander aussi comment la littérature européenne a pu vous construire, et notamment parce qu'il est question, chacun à votre manière finalement, tous les trois, d'autres écrivains dans vos livres. Olivier Guèze, alors certes dans Mésopotamia, il est question d'un livre qui sont les sept péchés, les sept piliers de la sagesse, pardon. Excusez-moi pour ce lapsus, de Laurence d'Arabie, mais le livre qui ne veut surtout pas publier parce qu'à ce moment-là, il est en train de fuir autant que possible sa notoriété. Mais dans le grand tour, voilà, vous avez convoqué aussi donc 27 écrivains européens. Comment est-ce qu'elle vous a fondé aussi qu'en tant qu'écrivain européen, cette littérature d'avant et cette littérature qui s'écrit aujourd'hui en France pour vous et autour de vous? Très rapidement, mais ça je pense que c'est la faute de ma mère. En fait, mes deux livres favoris quand j'étais gamin, c'était un livre allemand, c'était Émile et les détectives de Erich Kästner, et un livre hongrois qui s'appelait Les gars de la rue Paul, d'un Molnar. Et ces deux bouquins, quelque part, ont, je pense, eu une influence très très importante sur mon imaginaire d'enfant. Et assez rapidement, probablement que je me suis d'ailleurs plus intéressé à la littérature européenne qu'à la littérature française quand j'étais adolescent ou jeune adulte. Bon, il y avait Zweig, mais probablement que les plus importants pour moi ont été Kundera, fondamental, qui est vraiment le grand écrivain européen de la deuxième partie du XXe siècle, à la fois dans ses fictions et dans ses essais. Italo Svevo, qui lui est je reviens à mon obsession habsbourgeoise, mais ce mélange de cultures germaniques, latines, slaves, juives. Svevo a probablement inventé le premier anti-héros de la littérature contemporaine, avec Zeyno au tout début du XXe siècle. Joseph Roth, fondamental, à la fois grand reporter, à la fois immense romancier, qui raconte justement la fin d'un monde. Et le dernier, Isaac Bashevis Singer, qui lui apporte cette touche d'humour, cette ironie. Et vraiment, je pense que ces quatre-là, Roth, Svevo, Kundera et Singer, ont eu un rôle fondamental dans ma formation et dans la préparation de ce que je pourrais faire par la suite. Et jusqu'où ça vous prépare, jusqu'où ça continue à infuser en vous et comment vous vous situez par rapport à eux, notamment parce que, alors au moins pour Roth et Kundera, les autres j'avoue je les connais moins, racontent des mondes qui n'existent plus, racontent des mondes, de toute façon l'Empire austro-hongrois, l'Empire britannique aussi cette manière-là n'existe plus aujourd'hui. Donc comment vous écrivez par rapport, dans la continuité ou indépendamment d'eux? Waouh. Il raconte des histoires contemporaines. Donc aujourd'hui, ils ont aussi une valeur historique, ces livres, mais surtout, je crois qu'ils donnent une assez bonne définition de ce que pourrait être l'esprit européen. Et ça, je pense que c'est fondamental. Parce qu'on a trop souvent tendance à confondre l'Union européenne et l'Europe. Et là, ce que disait Mario, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est une organisation politique, économique, juridique, financière, mais qui n'a rien à voir ou qui n'est pas la seule Europe. L'Europe, ce sont des paysages, c'est une histoire, ce sont des cuisines, ce sont des footballs, c'est de la chair. Enfin, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et que l'Union européenne, qui ne peut pas se résumer à l'Union européenne. Et je trouve que ces quatre auteurs-là donnent une idée assez précise de ce qu'est l'esprit européen. Et d'un esprit européen dont on pourrait être assez fier d'ailleurs, qui est une forme d'ironie, qui est une forme d'irrespect, je dirais, et qui a quelque chose d'extrêmement délicat aussi, une grande finesse. Et je pense que ce serait fondamental, en fait, justement, de transmettre ces valeurs-là. L'Union européenne s'est basée sur des valeurs fondamentales, la démocratie, l'état de droit, qui sont des valeurs assez abstraites, mais la littérature offre d'autres valeurs. Et je pense que c'est fondamentalement ce qui manque à cette construction européenne, c'est-à-dire cet état d'esprit, ce brio européen, quelque part.
Mario De Ciati, même question, mais en prolongeant ce que vient de dire Olivier Guest, c'est-à-dire comment les écrivains européens ont pu aussi vous construire, et notamment ce que trouvait Olivier Guest, ce qui est de tout ce qui est le patrimoine, tout ce qui est la culture. Il est pas mal question d'écrivains dans votre roman Les Irrésolus, parce que quand un jour Francesco va voir Claudia à Milan, il a une valise avec plein de classiques des plus grands écrivains dépouille, hein, ça vous n'en sortez pas à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'écrivains évidemment italiens qui infusent votre livre, mais quand Claudia commence à changer à la fin de l'adolescence, elle s'ouvre à d'autres cultures. Alors il y a la musique, il y a Bowie notamment qui est cité. Elle se demande d'ailleurs si Bowie et Iggy Pop auraient quelque chose à voir avec Rimbaud et Verlaine, mais beaucoup aussi d'autres écrivains européens qu'elle lit. Donc qu'est-ce que ces écrivains-là vous racontent de l'Europe et qu'est-ce que vous allez chercher chez eux? Nel romanzo in qualche modo cerco di... Anche la letteratura italiana per me è letteratura europea, se facciamo letteratura straniera, perché nel libro distingo la letteratura pugliese dalla letteratura italiana, è ovviamente un gioco per valorizzare maggiormente degli scrittori poco conosciuti all'interno del racconto di questa storia, ma anche all'interno della mia formazione. Oui, dans le roman, je m'amuse aussi à cette idée de dire que la littérature italienne est une littérature étrangère, parce que je fais un peu cette différence entre la littérature apulienne, que j'essaie de mettre en valeur avec des écrivains, des écrivaines qui vont être moins connus, et la littérature italienne que je fais apparaître comme une littérature étrangère quelque part. E però gli scrittori, allora se parlo degli scrittori novecenteschi, degli scrittori insomma degli ultimi anche del nostro secolo, hanno aiutato tantissimo il mio immaginario. Ovviamente linguisticamente è diverso perché il 90% degli scrittori di letteratura straniera che l'ho letto tradotto e quindi attraverso la mediazione di un traduttore, quindi molto della lingua è stato cambiato, però l'immaginario no, quell'immaginario mi ha segnato. E uno in particolare, io ne cito tantissimi esempi, però io ho una passione smodata, anche se ho provato a studiarla, ma impossibile, la letteratura ceca. Après, si on parle des écrivains européens du XXe, ça a beaucoup effectivement nourri mon imaginaire. Après, il faut dire que 90% de ces livres-là, je les ai lus en traduction, donc avec la médiation du traducteur. Donc au niveau linguistique, ça ne m'a pas forcément influencé, mais au niveau de mon imaginaire, oui, très fort. Et là-dessus, je dois dire que j'ai une passion démesurée pour la littérature tchèque. In particolar modo per Jaroslav Hasek e Bumi Rabal e tanti altri, ma soprattutto per Hasek e il suo Svek, che è proprio si parlava prima di Austro-Ungheria, questo soldato stupido, scemo di guerra, che fa sembrare la guerra quello che è, cioè la massima stupidità umana, promuovendola. E quindi, come dire, in questa maniera un po' retorica, lui si vuole far arruolare, vuole andare a lottare in prima fila, finge di essere zoppo, ma combina di cotte e di crude. Secondo me è un personaggio geniale di quella letteratura che è stato poi alla base di tante imitazioni, di tante copie, che per me in tutti i miei libri c'è sempre un riferimento allo Svek di Jaroslav Hasek. Par exemple, il y a un écrivain qui s'appelle Jaroslav Hasek, avec son personnage Svek. On parlait d'Autriche-Hongrie tout à l'heure, c'est ce soldat idiot qui essaie de montrer que la guerre est une des plus grandes stupidités de l'histoire humaine. Tout en faisant la promotion, il va essayer de se faire enrôler, il a des péripéties dans tous les sens. Et pour moi, c'est un personnage extraordinaire. Voilà un personnage qui a énormément nourri mon écriture. Et en même temps, je termine la rencontre avec vous, Chris Cross. Et vous, les écrivains européens, comment vous ont-ils fondé? Je l'ai dit, dans Danser sur des débris, les questions de deux écrivains et les questions de Günter Grass que vous racontez à la fin, puisque ce livre est né du projet avorté de l'adaptation du tambour en film. Et puis il y a Sénèque, que lit votre personnage de Jesko, qui en fait un maître à penser, même si le livre finit dans le lac. Est-ce que ça fait partie des écrivains qui, cet Allemand du XXe siècle et ce philosophe de la roman antique, qui vous ont aussi construit? Avec d'autres, bien sûr.
Na, ich fand es schon ganz schön, dass du eben Kundera zitiert hast, weil die unerträgliche Leichtigkeit des Seins bringt, glaube ich, immer auf den Punkt, worum es in Literatur und im Leben geht. Oui, je me suis réjoui que Olivier cite Kundera parce qu'effectivement l'insoutenable légèreté de l'être, c'est quelque chose qui quelque part cristallise de quoi il s'agit en littérature. Aber insgesamt finde ich schon, dass wir uns über den internationalen oder europäischen Gedanken von Literatur keine Sorgen machen müssen, weil die Literatur an sich schon, ob sie nun europäisch oder afrikanisch oder amerikanisch oder deutsch ist, immer eine offene Gesellschaft ist. Das ist das Kennzeichen von Kultur, das ist das Kennzeichen von Literatur. Mais pour moi, la question de la littérature internationale ou d'une littérature européenne, c'est quelque chose en fait qui coule de source parce que la littérature soit européenne, africaine, des États-Unis, allemande, en fait, c'est toujours un espace ouvert. Il y a toujours cette circulation culturelle. Ich glaube daher, dass der europäische Gedanke im Augenblick nicht so sehr über die Literatur funktioniert, sondern doch sehr, sehr stark über die Politik. Wir sind aufgefordert, uns politisch weiterhin für diese eben offene Gesellschaft. Ich habe ja am Anfang über meine persönliche kleine Geschichte erzählt, dass ich aus einer super geschlossenen Gesellschaft kam, in einem politischen Kontext für diese offene Gesellschaft einzusetzen. Und die ist in diesem Augenblick, in dem wir hier alle sitzen, extremst gefährdet, weil natürlich was der Gedanke der Europäer ist, ein Europa der Regionen zu schaffen, nun so eine Art Rollback bekommt und wir die Gefahr gehen, uns alle zurückzuziehen auf nationalistische Gedanken. Und das ist sicherlich das Gegenteil von dem, was nicht nur die Literatur will, sowieso, sondern was doch auch die meisten, die durch die letzten offenen Jahrzehnte in Europa geprägt wurden. Und ich glaube, das ist das, wozu wir alle aufgerufen sind. En fait, je pense ici qu'il faut distinguer entre l'urgence politique dans l'idée d'Europe et la littérature. Et ce sont deux choses assez différentes. Et donc, comme je l'ai dit, il ne faut pas se soucier pour l'idée d'Europe en littérature. Par contre, il faut réellement se soucier de ce qui advient de sociétés ouvertes et de cette idée d'ouverture dans nos sociétés européennes. J'en ai parlé avec ma petite histoire personnelle. Moi, je venais d'un contexte familial qui était ultra fermé et exclusif. Et donc, je pense que nous devons nous engager en faveur de cette ouverture qui est réellement en grand danger à l'heure actuelle. La pensée européenne, c'était de faire une Europe des régions, une fédération des régions, et quelque part, maintenant, il y a ce repli sur l'entité régionale, l'entité nationale, quelque chose, en fait, qui est tout le contraire de l'idée européenne en littérature, bon, cela va de soi, mais également de l'expérience européenne des dernières décennies. Merci beaucoup Arnaud Prête, merci beaucoup Anatole Ponce d'avoir aidé à mieux nous comprendre. Mario Dociati, votre roman c'est Les Irrésolus paru aux éditions Grasset. Un grand merci d'être venu nous en parler. Chris Cross, votre dernier livre en date, c'est Danser sur des débris. Le voici, il est paru lui aux éditions Belfond. Merci beaucoup à vous. Et puis Olivier Guèze, donc outre le grand tour sur le tour de l'Europe par ses écrivains. Le livre que vous avez fait paraître il y a quelques semaines, cette année en tous les cas, c'est Mésopotamia, roman également paru aux éditions Grasset. Merci beaucoup Olivier Guèze, merci à la technique, merci beaucoup à vous et bonne suite de festival.